Alors, dans cette première partie du cours, nous allons finalement aborder ces deux chapitres qui porteront sur les définitions de l'énergie de la tension de surface, des petites expériences qui sont des manifestations, on va voir, presque évidentes de cette tension de surface, mais qu'on commentera avec un nouveau vocabulaire, avec nos mots à nous. Et enfin, nous aborderons toujours dans cette partie-là l'effet Marangoni, qui trouve son origine dans des gradients de force cohésive et donc de tension de surface. On verra précisément en quoi les forces cohésives de la matière condensée liquide, là qu'on va étudier, voire solide, des gradients de ces forces-là vont produire des effets hydrodynamiques qui peuvent avoir des conséquences dans différents domaines. Alors, pour vous, les objectifs de cette partie du cours sont les suivants. Il s'agira pour vous, à la fin de ce chapitre-là, de pouvoir expliquer l'origine de la tension de surface et de l'énergie de surface, de connaître la dimension moléculaire de cette origine-là, hein, parce que finalement, on va voir que les manifestations macroscopiques qu'on va discuter, elles trouvent leur origine dans les interactions intermoléculaires. L'idée, c'est également pour vous de connaître, d'identifier les unités qui sont propres à la tension de surface et à l'énergie de surface. Et enfin, l'objectif pour vous, ce sera à l'issue de ce cours, de ce chapitre, de pouvoir identifier et expliquer des phénomènes qui sont liés à des gradients de tension de surface qui sont précisément nommés des effets Marangoni. Alors, la tension de surface, ça c'est des choses peut-être que vous avez déjà discuté, vous avez peut-être déjà vu en cours. On le voit souvent, des expériences comme ça, de démonstratives pour le grand public, avec des interprétations, des fois discutables, mais il y a différentes manifestations dont on va causer dans la suite, mais l'origine en tout cas de l'énergie de surface, de la tension de surface, on fera la distinction entre ces deux termes, énergie et tension, tout de suite après. L'origine, finalement, elle est dans une pénalité énergétique d'interaction intermoléculaire ou interatomique de molécules ou atomes qui se situent à une interface, par exemple comme ici. Dans la matière condensée, si on prend par exemple le liquide, l'état condensé à la température T, par exemple ambiante pour de l'eau, trouve son origine dans des interactions alors de type polaire pour l'eau, voire même de liaison hydrogène, qui assurent l'état condensé à la température ambiante. Or, il est facile de voir que lorsqu'on se trouve à la surface d'un liquide, les molécules qui s'y trouvent ne satisfont pas dans les trois dimensions ces interactions attractives à l'origine de la condensation de la matière. Et ça, c'est valable également pour un matériau solide qu'on casserait. Quand on casse un matériau, on casse des interactions interatomiques, des interactions intermoléculaires. Et lorsqu'on crée cette surface-là, on contraint des molécules, des atomes en surface, qui ne satisfont donc pas à ces interactions-là. Les interactions dans cette direction-là sont libres. D'accord? Mais par ailleurs, ces molécules, ces atomes en surface, veulent diminuer, en tout cas augmenter l'interaction avec leurs voisines, de sorte que, et là j'ai dessiné cette tendance-là en rouge, de sorte que les atomes ou molécules de surface vont avoir tendance à rentrer dans le volume pour satisfaire au maximum ces interactions qui sont des interactions attractives. Alors là, bien sûr, il y a ce mouvement qui a lieu dans le cas d'un liquide, mais il a également lieu dans le cas d'un matériau solide, de façon moindre évidemment, parce que les molécules, les atomes ne sont pas ou moins mobiles. Donc voilà ce qu'on peut dire, c'est que la tension de surface, elle trouve son origine dans un excès d'énergie par unité de surface. Alors là, il y a une manifestation toute simple de cet excès-là, c'est la transformation d'une colonne d'eau en gouttelettes. Alors ça, c'est quelque chose que vous pouvez produire tout simplement en faisant couler de l'eau
d'un robinet. Et lorsque vous avez le bon débit, vous allez voir que la colonne d'eau, finalement, va se transformer en gouttelette. Pardon. Alors là, le film que je vous passe ici, c'est un film qui est réalisé donc avec une caméra rapide. Donc là, on a un film qui est passé au ralenti, et on a un liquide quand même qui est visqueux dans ce cas-là. C'est une huile de silicone, je crois. Et vous voyez que cette instabilité-là, cette transformation en gouttelettes est assez complexe, parce qu'on a formation de gouttelettes qui sont éventuellement satellites. Donc vous voyez des gouttelettes là, puis après encore une colonne de liquide qui se transforme en gouttelettes. Alors beaucoup de ces films que je vais vous passer sont tirés de ce bouquin de Pierre-Gilles Degène, Françoise Brochard-Royart et David Quéré, qui ont réalisé un livre finalement extrêmement simple d'accès, qui explique ces phénomènes de tension, d'énergie de surface, avec associé à ce livre un CD-ROM qui contient des films, donc d'expériences qui mettent en évidence des effets de tension de surface. Donc là, je me référerai à chaque fois quand je citerai ou que je montrerai un film issu de ce bouquin. Alors, pourquoi cette colonne d'eau se transforme en gouttelette? C'est tout simplement à cause de cet excès d'énergie de surface. Il se trouve que, en effet, lorsqu'on met un volume liquide sous forme de colonne, cette colonne A va produire une surface A en forme de colonne qui est finalement supérieure à ce même volume liquide décomposé en gouttelettes. Voilà. On a, ça c'est purement énergétique, c'est-à-dire qu'on a, pour ce même volume, une configuration géométrique, qui sont les gouttelettes, qui présentent une surface moindre, c'est-à-dire une pénalité, ici un nombre de molécules exposées à l'interface qui est moindre. Voilà. Donc, ça c'est quelque chose qu'on voit donc dans sa salle de bain en ouvrant le robinet. Pour la même raison, il est difficile par exemple de projeter de l'eau. Si on veut projeter une colonne d'eau loin, on va avoir ce phénomène de transformation en gouttelettes auquel est confronté précisément par exemple les pompiers. Alors les pompiers, pour projeter de l'eau plus loin, ils réduisent cette tension de surface en rajoutant dans l'eau un tensioactif qui va retarder, si vous voulez, la transformation de la colonne d'eau en gouttelettes, et ainsi permettre une projection à des distances plus grandes de l'eau. Alors il vient de cette observation-là, tout simplement, une première définition, dans ce cas-là, de l'énergie de surface, que l'on peut définir de la façon suivante, c'est que pour augmenter la surface exposée d'un liquide, d'une aire élémentaire dA, cette augmentation d'air est associée à un travail. Il faut amener, si vous voulez, des molécules en surface qui correspond à un travail, une énergie. Et cette énergie-là est proportionnelle à gamma fois cette augmentation élémentaire dA de la surface. Et vous voyez que là, ce raisonnement-là, qui produit cette formule, nous amène à une première définition dans ce cas-là, l'énergie de surface, qui est définie comme une énergie par unité d'air. Donc l'unité usuellement utilisée sont des millijoules par mètre carré. Et ce gamma, finalement, correspond à l'énergie à fournir pour augmenter la surface d'une unité. Alors, on peut, à partir d'une expérience simple, également proposer une seconde définition, donc de cette pénalité, de cette énergie, et là on va voir de tension de surface, plus précisément. L'expérience tout simple, elle consiste à, vous le voyez là, ici un cadre, sur lequel alors ça c'est une expérience que je fais en cours, quand on est en présentiel évidemment. L'expérience elle consiste à tendre sur un cadre rigide un film de savon. Bon, un film de savon c'est quoi? Un film de savon c'est finalement un film d'eau qui est stabilisé par des molécules tensioactives. Donc film de savon c'est une sorte d'abus de langage si vous voulez, mais c'est un film d'eau qui est stabilisé alors par réduction de la tension de surface, mais pas que. En effet, alors là je vais faire un petit
parenthèse sur l'origine de la stabilité de ces films de savon entre guillemets. Alors pour faire ces films de savon, on utilise en effet des tensioactifs. Alors les tensioactifs, vous voyez comme ils sont dessinés ici, on a une sorte de tête comme ça sphérique et puis une queue. Et la tête sphérique, usuellement, elle a une affinité avec l'eau et la partie linéaire qui est souvent hydrophobe, elle a une affinité avec l'huile ou l'air, en tout cas la phase qui est hydrophobe. Alors pourquoi on fait une tête comme ça? C'est parce que souvent c'est des fonctionnalités cationiques, anioniques, donc qu'on symbolise par une sphère. Vous voyez par exemple, essayez de trouver ce que c'est le SDS, le sodium dodécylsulfate. Hein, essayez de trouver, je vais voilà en petit exercice, sodium dodécylsulfate. Essayez de trouver à quoi ressemble cette molécule et vous allez voir que la même molécule porte une chaîne qui a une affinité avec une phase hydrophobe et une partie polaire qui a une affinité avec l'eau qui est précisément polaire. Alors peut-être qu'il faut que je revienne en arrière, je vous prie de m'excuser. C'est que ici, il faut quand même préciser. Ça paraît évident comme ça, mais il faut que je vous le dise. C'est que quand on crée une interface, quand on casse un matériau, quand on expose des molécules, la pénalité énergétique dépend des interactions que la molécule est capable d'échanger. Okay ? En l'occurrence, vous connaissez, je pense, ce qu'on appelle les interactions de Van der Waals, qui contiennent les interactions de Kiesom, de Bay et London. Les interactions, je peux m'excuser. Voilà. Les interactions Kiesom de Bay sont des interactions intermoléculaires d'origine polaire. C'est-à-dire que les molécules, mais là je ne sais pas si on en est à des rappels pour vous, ou si c'est une découverte, mais les molécules portent des dipôles. On a des atomes qui sont plus ou moins électronégatifs et vont délocaliser des charges négatives de sorte à faire apparaître sur des liaisons entre atomes, hein, ici par exemple, une charge moins, ici une charge plus, de sorte à faire apparaître un dipôle sur cette liaison-là. Et sur l'architecture d'une molécule, on a la composition de ces dipôles de sorte à faire apparaître un dipôle, ou d'associer un dipôle, si vous voulez, à une molécule. Et ces interactions entre dipôles créent des interactions qui sont attractives. Alors, de Bay de mémoire, ce sont des interactions entre une molécule polaire, donc qui porte un dipôle et un autre dipôle. Kiesom, c'est une interaction entre une molécule qui porte un dipôle et un dipôle qui serait induit sur une autre molécule voisine. Okay. Et enfin London, où on a deux dipôles qui sont induits de façon instantanée sur la molécule. Et ça provient essentiellement de la polarisabilité des atomes. C'est-à-dire que instantanément, quand on prend une photo, si vous voulez, ce qui est impossible d'un atome, on a une délocalisation de la charge négative du nuage négatif par rapport au noyau positif, et ici apparition d'un dipôle, et qui est instantané parce qu'il bouge constamment. Mais lorsque deux molécules s'approchent ou atomes s'approchent, on peut avoir ce type d'interaction-là, sous-entendu que London existe tout le temps. Et nous, dans la suite, on va dissocier, vous allez le voir, ces interactions de type polaire et ces interactions de type apolaire, qu'on peut dire aussi dispersive en anglais ou de dispersion en français, parce qu'ils proviennent d'un effet de dispersion. Tous les autres, ce sont des interactions polaires ou non dispersives. On peut voir non dispersives également dans la littérature. Mais on verra que quand on calcule l'énergie de surface, on va calculer une part polaire de l'énergie de surface et une part apolaire de l'énergie de surface. Les deux additionnés
donnant l'énergie de surface. Voilà, mais ça on reviendra encore dans la suite. Donc, je reviens à ce schéma-là, où je vous parlais justement d'interactions qui étaient polaires, ou essentiellement polaires entre la tête cationique, anionique ou polaire, et une autre phase, dans ce cas-là l'eau qui est polaire, ok, phase aqueuse, et cette chaîne qui ne porte pas de dipôle, c'est une chaîne hydrocarbonée, et qui a une affinité avec une phase huile. De sorte que ces molécules-là, qui sont ce qu'on appelle des molécules amphiphiles, avec une affinité double pour l'huile et pour l'eau, vont se placer aux interfaces. Pourquoi? Parce qu'elles vont remplacer, elles vont prendre la place, et là je reviens encore à ce schéma-là, elles vont prendre la place des molécules qui étaient contraintes à se positionner à l'interface. C'est-à-dire que ces molécules-là, qui avaient tendance à rentrer, parce qu'elles avaient plus d'affinité, en tout cas pouvaient satisfaire plus d'interactions avec leurs voisines, vont être remplacées par les tensioactifs qui, eux, s'y trouvent mieux du point de vue énergétique. De sorte que finalement, la tension de surface est diminuée. Hein, CF, l'explication avec l'eau utilisée par les pompiers. Alors, à partir de là, donc on a une réduction de tension de surface. Et on pourrait dire que oui, on arrive à faire un film liquide aussi fin et étalé par réduction de tension de surface. Mais en réalité, il y a également des interactions que l'on appelle des interactions répulsives de double couche électrique. Et il se trouve que, et ça c'est un contresens qu'on fait souvent dans certaines explications, c'est que lorsqu'on a une surface chargée, alors là la surface chargée, ça peut être précisément ces têtes polaires, anioniques, cationiques, voilà, par exemple plus, tête cationique, associée à une charge négative. Le sodium dodécyl sulfate, par exemple, ils vont relarguer du Na+. Donc là, on a du moins, si vous voulez, sur la molécule, sur la tête polaire, et ils vont relarguer du plus. Et cette charge-là, finalement, elle va se répartir. Alors bien sûr, il y a une attraction avec les moins là, mais pour des effets anthropiques et d'agitation thermique, ces contre-ions, ce qu'on appelle des contre-ions, vont se répartir dans le liquide. Et quand on met en face la même structure, avec les mêmes contre-ions, vous comprenez qu'on va avoir un moment superposition des contre-ions qui proviennent de cette surface et de cette surface-là. Alors s'ils ne restent pas en surface-là, c'est parce que je vous ai dit qu'il y avait une agitation thermique et une entropie qui provoquait la distribution des contre-ions dans le volume. Mais ces distributions-là, si on approche ces deux surfaces, vont se superposer. Et finalement, il va en résulter un effet de répulsion, qui est une répulsion de type osmotique, de sorte que ces deux surfaces ne vont pas s'approcher, et ici, le film d'eau reste stable. Mais la stabilité ne provient pas de la répulsion du moins ici, portée par la tête négative, et du moins là. La répulsion provient de cette pression qui produit la distribution des contre-ions dans le volume, et une pression qui provient si vous voulez, de la contrainte, hein, du confinement de ces contre-ions dans un espace tout petit, hein, qui empêche les choses les phases R de se rapprocher. D'où la stabilité du film. Voilà. Donc après cette longue parenthèse, je reviens à mon expérience. Donc l'idée c'était de tendre un film de savon. Donc maintenant on sait pourquoi il est assez stable. Vous voyez d'ailleurs ici les franges de diffraction qui proviennent d'une variation d'épaisseur du film de savon par écoulement du liquide du haut vers le bas. Hein. Donc on a quelque chose qui devient épais vers le bas et très fin vers le haut. C'est pourquoi d'ailleurs
pour limiter cet amincissement, les gens qui travaillent ou qui jouent avec des bulles, ils rajoutent du glycérol ou du sucre pour augmenter la viscosité du liquide et ralentir l'effet d'amincissement du film d'eau, puisque finalement on aura quand même un moment rapprochement des deux surfaces et éclatement du film. Alors bon, c'était encore une nouvelle parenthèse sur ce film de savon, mais autant savoir comment il agit et comment il se forme. Donc l'idée, c'est de tendre ce film de savon sur un cadre rigide et de laisser pendre dans ce film de savon un film souple, une cordelette. Cordelette qu'on va percer ici au centre. Et il se trouve que quand on arrive, alors c'est pas forcément évident, mais quand on arrive à claquer ici, on va percer le film de savon. Hop. Quand on arrive à percer le film de savon, on va avoir un trou qui s'ouvre et la partie souple du film qui va se tendre en une structure totalement circulaire. Alors qu'est-ce qui s'est passé ici? Il faudrait que je rajoute une diapo. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé là? Donc je vais redessiner le film de savon avec la partie rigide, là, le fil rigide. Souple, je veux dire, c'est la cordelette souple, et là, le cadre qui est rigide. Voilà, je vous rappelle que, alors, je vais pas tout dessiner, mais le tensioactif se retrouve là. Donc là, la cordelette ici souple se retrouve dans le film de savon. Et quand on va percer, on va ouvrir le film de savon là à l'intérieur de la cordelette. Et ce qui va se passer, c'est qu'on a vu que la cordelette se tendait parce qu'on avait quand même ici, aux interfaces, l'action d'une tension de surface qui, on l'a vu, et c'est la preuve par l'expérience, tire sur la cordelette et ce de façon uniforme. C'est pourquoi on a une forme circulaire régulière. C'est-à-dire que le film liquide, l'objet liquide, qui est le film, va tirer de façon uniforme tout autour du fil souple. Donc ici, on a une preuve expérimentale de l'action d'une tension de surface qui ramène finalement, ou qui réduit la surface ici de film de savon. Parce que si je vous ai dit que le film de savon était stable, on a quand même toujours une tension de surface entre le liquide et l'air, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on a l'action, enfin on a la formation d'un objet totalement circulaire par action de ces tensions de surface qui agissent ici sur la cordelette. Alors, cette chose-là, on peut l'avoir dans une autre expérience, donc dans un film que j'ai tiré là de ce fameux bouquin. Alors ici, dans ce cadre-là, dans cette expérience-là, on a un expérimentateur qui a formé, vous allez voir tout de suite, qui a formé un film de savon, vous voyez, sur un cadre rigide. Et sur ce cadre rigide est posée une baguette, on la voit ici, à droite. Donc la baguette, elle est juste posée sur le cadre, mais par contre, elle est solidaire du film de savon. Et l'expérimentateur va alors percer ici à droite le film de savon. On va voir tout de suite ce qui se passe. Ah, on part du début. Donc, on va essayer d'imaginer ce qui va se passer, d'anticiper ce qui va se passer. Donc il perce à l'intérieur du cadre à droite de la baguette qui est libre, hein, libre de mouvement. Et vous voyez que la baguette est ramenée sur la gauche par l'action précisément de la tension de surface. Tension de surface
qui agit, alors si on a le cadre rigide là, comme ça, la baguette souple, donc elle est attachée à au film de savon. On va la faire quand même mouiller totalement le film. Donc si je casse par ici, on va avoir action de force en haut et en bas qui vont réduire finalement la surface de film de savon et entraîner, hein, c'est la preuve de l'existence de cette tension de surface, et entraîner la baguette sur la gauche. Vous allez voir d'ailleurs que le film qui tire sur la baguette finalement se transforme en goutte, hein, qui correspond au volume de liquide qu'était ce film de savon. On repasse le film. Et là, vous allez voir tomber vous voyez, la goutte qui tombe, c'est le liquide qui formait ce film de savon. Et il vient là une autre définition, cette fois-ci d'une tension de surface, qui est la suivante. Là, on peut écrire le travail qui était nécessaire pour déplacer cette baguette, qui est proportionnelle donc à une force qui agit sur un mouvement, sur un déplacement dx, hein, la définition d'un travail. Et cette force-là, c'est, comme on l'a raconté, la tension qui agit sur la baguette de longueur L, mais deux fois parce qu'elle agit en haut et en bas du film. Hein. On a deux surfaces du film. Et vous voyez que là, ce gamma, cette fois-ci, c'est une tension, hein, parce qu'il faut regarder les dimensions. Hein. C'est une tension qui habituellement se donne en millinewtons par mètre. Donc voilà, à présent on a deux définitions pour une chose qui est identique, hein, parce que les millijoules par mètre carré ou des millinewtons par mètre, c'est finalement la même dimension. Il suffit de transformer les joules en newtons et vous voyez que vous retombez sur vos pieds. C'est pourquoi on a également ces deux vocabulaires, c'est-à-dire énergie de surface et tension de surface. Sous-entendu que l'énergie de surface, on lui associe l'unité millijoules par mètre carré, et tension de surface, les millinewtons par mètre. Voilà. Alors à présent, on va passer à ce deuxième chapitre, où on va relier la tension de surface et les forces cohésives. On l'a déjà abordé un peu, puisqu'on je vous ai raconté que finalement l'énergie ou la tension de surface trouvait son origine dans les interactions intermoléculaires, qu'elles soient polaires ou apolaires, et que c'est une pénalité de ces interactions-là qui ne sont pas satisfaites en surface, qui induisent ou produisent cette énergie, cette tension de surface. Et on va voir que il résulte de cette origine moléculaire éventuellement un effet qu'on appelle l'effet Marangoni, qui finalement, on va le voir, résulte d'un gradient de force moléculaire au sein du matériau. On va voir dans la suite comment il est possible d'induire dans un matériau, dans un liquide, un gradient de force cohésive. Alors d'habitude, lors du cours, je fais une manip, mais il faudrait que je la filme et que je vous l'envoie. Ou alors peut-être que je le donne en examen et que vous le racontiez avec vos mots pour savoir si vous avez bien intégré le vocabulaire pour expliquer le phénomène. Alors la manip que je fais est la suivante. Hein, je dépose sur une feuille d'alu un film d'eau, donc j'étale simplement un film d'eau. Et à un moment donné, je vais faire tomber, mais sans aucune inertie, hein, c'est quasiment posé, une goutte d'éthanol. Donc ça c'est de l'eau, c'est le film d'eau. On dépose la goutte d'éthanol et on voit, quand on fait cela, un trou qui se forme dans l'eau avec un liquide qui va fuir l'endroit où j'ai déposé l'éthanol. Donc c'est assez impressionnant à voir. Il faudrait que je le filme et que je vous l'envoie. Hein. Je pourrais le rajouter sur le WebExTeam. Et en expliquant donc
les propriétés des deux matériaux en termes d'énergie de surface, voilà ici, et en rapportant cette énergie de surface aux interactions intermoléculaires ou à l'énergie de cohésion, je propose aux étudiants de donner une interprétation de ce phénomène. Alors là, je vais le faire avec vous, je vais vous donner l'explication. Alors l'idée, c'est que déjà, d'une part, à un endroit, on va déposer un liquide qui a cette énergie de surface. Je dis énergie de surface parce qu'elle est donnée en millijoules par mètre carré. Dans un milieu qui a cette énergie de surface. Mais je vous ai dit que l'énergie de surface ou la tension de surface était liée aux interactions intermoléculaires. Sous-entendu que plus l'énergie ou la tension de surface est élevée, plus les interactions intermoléculaires sont élevées. Plus la pénalité de surface est importante. Ça veut dire que là, on va associer, donc de façon assez abrupte. Alors, évidemment, il faut avoir en tête que l'éthanol est totalement miscible avec l'eau. Mais néanmoins, à un instant donné, on a un endroit avec une concentration extrêmement élevée en éthanol et un peu plus loin, une concentration extrêmement élevée en eau. La miscibilité faisant que entre les deux, on a un gradient de concentration de l'éthanol vers l'eau pure. Mais à cet instant précis, on a un milieu ici avec des interactions intermoléculaires qui sont relativement faibles par rapport à l'eau où on a des interactions intermoléculaires qui sont quand même beaucoup plus élevées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que à ce moment-là, à cette interface-là, on va avoir des molécules d'eau qui vont avoir le choix d'interagir avec d'autres molécules d'eau, ici, ou avec des molécules d'éthanol, mais avec finalement une interaction plus faible. Okay, puisque l'éthanol est capable d'interaction intermoléculaire plus faible que l'eau. eau produit finalement une interaction plus faible que eau éthanol. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que instantanément, les molécules d'eau vont fuir les endroits de faible énergie de surface, c'est-à-dire les endroits où ils vont avoir le moins d'affinité, le moins d'attraction. Cette affinité plus faible, ce déplacement-là, on le voit vraiment comme un flux hydrodynamique et ce trou finalement qui se forme. Donc là, je vais essayer d'associer une vidéo à ce que je raconte. Ce trou qui se forme du fait de la fuite des molécules d'eau vers les endroits où on a des concentrations en molécules d'eau les plus élevées, c'est-à-dire des interactions aussi les plus élevées. Et cet effet-là, tout simplement, a été décrit il y a bien longtemps par Marangoni, 1865. Donc l'explication simple. Alors là, à cette époque-là, attention, on n'avait pas forcément l'idée de l'origine moléculaire atomique de la matière, mais on travaillait déjà avec des tensions de surface. Et cet effet-là, Marangoni, il a été discuté, donc l'effet a été discuté par Thomson, puis dans la thèse de Marangoni, si je me souviens bien, dans le cadre de l'interprétation des larmes de vin. Alors, les larmes de vin, ça c'est des choses que vous avez éventuellement déjà observées. On voit ici un verre vu d'en haut, un ballon, avec au fond du verre un liquide, et sur les bords, vous voyez des larmes qui se forment. Donc ça marche bien avec des vins qui sont liquoreux. Il faut laisser le verre tranquille un certain temps pour que le phénomène s'installe. Et on le voit effectivement plus facilement avec des vins qui sont liquoreux. Je vous rappelle que l'alcool est toxique et provoque des addictions. Alors, cette chose-là, on peut la reproduire dans une manip toute simple, comme ici. On verse au fond d'un verre un mélange d'eau et d'éthanol, donc là, avec un colorant. On force le mouillage du verre. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, donc le film il a accéléré 10 fois, vous allez voir qu'au bout d'un moment va se former des gouttelettes au sommet de ce film de mouillage. On les voit se former ici. Gouttelettes qui finalement retombent au fond du verre.
Vous voyez? Donc là, comme dit, c'est quelque chose que vous pouvez observer dans un verre de vin. Hein. Alors, je vais peut-être rajouter une diapo pour vous expliquer ce phénomène-là, comme l'a proposé Marangoni. Donc là, je vais dessiner donc la paroi de verre. Et le ménisque, qu'on appelle ménisque de mouillage, qui mouille donc le verre. Donc dans l'expérience précédente, vous avez vu que l'expérimentateur a agité le verre, de sorte à augmenter encore ce film de mouillage là. Mais l'idée finalement, c'est que dans ce film mince là, on va avoir une évaporation. Évaporation qui est préférentielle pour l'éthanol, c'est-à-dire que c'est d'abord l'éthanol qui va s'évaporer là-dedans. Donc si l'éthanol s'évapore, on va créer des conditions de gradient de concentration d'eau par rapport au volume ici. Hein, le volume, on a un certain mélange d'eau et d'éthanol, et dans ce film-là, qui subit l'évaporation, on va avoir progressivement une augmentation de la concentration en eau ou diminution d'éthanol. C'est-à-dire qu'on va avoir une zone où la tension de surface augmente. Alors, on a, je vais l'écrire comme ça, augmentation de la concentration de l'eau, et ça implique une augmentation de la tension de surface, mais localement dans le ménisque. Ça veut dire qu'on se retrouve dans le cas de l'expérience de cours, on avait juxtaposé, mélangé de l'éthanol et de l'eau. Ou par mélange, on avait finalement création d'un gradient. Là, c'est pareil dans ce cas-là. On a augmentation de la concentration d'eau, augmentation de la tension de surface, et finalement une zone où les interactions intermoléculaires sont plus élevées. C'est-à-dire que ça va provoquer une attraction des molécules dans ce film. Et cette attraction-là, ce drainage-là, va provoquer l'augmentation de l'épaisseur du film. Donc là, il faudrait que je dessine en 3D, alors c'est pas évident. Voilà, avec le ménisque par là. Donc ici, on a l'augmentation de l'épaisseur du film, de sorte à former un bourrelet. Et quand je dis formation d'un bourrelet, vous avez normalement en tête la formation d'une structure colonnaire qui se décompose en gouttelettes. C'est exactement pareil. Hein, la surface exposée de cet objet, finalement, est plus élevée que si on la décomposait en gouttelettes. Et ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est la transformation d'un bourrelet liquide en gouttelettes. Et ça, jusqu'à une taille qui va aller subir la gravité et finalement retomber au fond du verre. Voilà une explication de l'origine de ces larmes de vin basée sur un gradient de tension de surface, qui est produit par une évaporation préférentielle de l'éthanol. Et là, vous vous rendez compte que finalement, quand on utilise un vernis avec un solvant, etc., on va se retrouver, ou tout simplement là, dans un verre de vin, on va se retrouver avec un nombre considérable de situations où on peut éventuellement éprouver ce gradient de concentration, et donc gradient de tension de surface, et donc hydrodynamique produit par un gradient de tension de surface. On va en voir d'autres exemples dans la suite. Il y a d'autres effets qui peuvent produire des gradients de tension de surface et donc des effets Marangoni. C'est par exemple la température. Hein. Une variation de température peut produire un gradient de tension de surface parce que la tension de surface dépend de la température. On a ici différentes manips qui calculent ou prédisent la tension de surface de l'eau en fonction de la température qui augmente ici. Et vous voyez que la tension de surface diminue quand
la température augmente. Ça peut être simplement expliqué par le fait que lorsqu'on augmente la température, on augmente la mobilité des molécules à l'interface et donc on diminue la pénalité de présence des molécules à l'interface parce qu'elles sont plus mobiles, elles ont plus de capacité à fuir la surface et à rentrer dans le volume. Ça, c'est une loi empirique, ok, de dépendance de la tension de surface avec la température. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si localement on arrive à produire un échauffement, on peut localement produire un gradient de tension de surface et donc un flux hydrodynamique vers les tensions de surface les plus élevées, c'est-à-dire vers les plus froides. Cette chose-là a été produite récemment. Alors vous voyez, hein, ça a été produit cet été. J'essaie de vous proposer des expériences, des publications qui sont quand même assez nouvelles. Donc cette chose-là, cet effet-là de modification locale de la tension de surface par réchauffement a été produit via sur des particules qu'on appelle des particules Janus. Particules Janus, c'est des particules donc micrométriques, hein, qui ont sur une partie, un hémisphère on va dire, une fonctionnalité autre que le reste de la particule. Et dans ce cas-là, c'est un revêtement d'or qui produit cet aspect bicéphale de la particule Janus. Par un effet laser, ces gens-là ont réussi à créer un échauffement plus important vers l'arrière de la particule, de sorte à créer un flux hydrodynamique qui draine, qui pousse la particule vers le côté le plus froid. Hein, ça, c'est des choses qui ont été décrites très récemment. Alors, les vitesses atteintes sont quand même assez remarquables et ce sont des particules qui sont micrométriques. Et ils ont appelé ça des Marangoni surfers. Voilà. N'hésitez pas à aller vers la publi où il y a d'autres articles en anglais de diffusion des résultats de cette publi si cela vous intéresse. Mais des effets Marangoni, on en trouve également lors de l'évaporation d'un solvant, lors de l'échauffement local d'un liquide. Et c'est ce qu'on va voir ici dans cette vidéo-là. Je vais vous montrer tout de suite le film. Donc on a, et dans ce cas-là, une huile, qui est une huile silicone. Donc là, on n'a pas d'évaporation avec l'huile silicone, mais on chauffe par en dessous l'huile silicone. L'huile silicone qui contient des particules. Et les particules, elles vont servir à visualiser les flux hydrodynamiques dans ce film, ou cette couche mince d'huile de PDMS, donc l'huile de silicone. Donc tout ça, c'est contenu dans un cristallisoire. On chauffe par le bas, et si on chauffe par le bas, ça veut dire quoi? Que si ici on a un point chaud, plus haut on a un point froid, on n'a pas d'évaporation, je le rappelle, c'est-à-dire qu'on a une tension de surface qui augmente quand on va vers les zones froides. Tension de surface qui augmente, ça veut dire normalement flux du bas vers le haut. Alors, on va voir le résultat de cet échauffement local. Alors c'est assez long, mais là le film il se déroule, hein. Vous n'avez peut-être pas l'impression, mais vous allez voir apparaître ce qu'on appelle des cellules, qui sont des cellules dans lesquelles on a circulation du liquide du bas vers le haut. Vous voyez les cellules apparaître. Ça, elles sont visibles dans cette huile qui est dans l'eau transparente grâce à la présence des particules. Alors c'est toute une science, hein, l'apparition de ces cellules. Elles ont des formes caractéristiques, elles ont un nombre aussi caractéristique qui dépend de la taille du cristallisoire, de l'épaisseur du film évidemment, de la viscosité. C'est une science à part entière. Et en réalité, ces cellules s'appellent des cellules de Bénard. Pourquoi de Bénard? Parce qu'en fait, je vous ai parlé d'un flux hydrodynamique qui était produit par un gradient de température.
de tension de surface ou de température qui produisait un gradient de tension de surface, en réalité, quand on chauffe à un endroit, on crée également une variation de densité, puisque vous savez que la densité, elle est fonction de la température. Et quand vous avez quelque chose de chaud en bas, on a quelque chose de moins dense qui va passer par le haut. Donc si vous voulez, on a une superposition des deux phénomènes. Vous voyez les belles structures qui sont formées là. Donc ça sont des cellules de Bénard, dans lesquelles il y a convection de liquide, déplacement de liquide, par un effet de température, mais qui produit un gradient de tension de surface et une variation de densité. Il y a des cas où on n'a pas besoin de chauffer pour créer ce gradient de température. En effet, si on a un film qui sèche, on a évaporation ici, c'est-à-dire qu'on va avoir localement un refroidissement. Okay, donc on va se retrouver avec une surface ici qui est froide par rapport au fond, au bas du film. Et on a finalement, vous voyez, les mêmes conditions juste par évaporation de gradient de température. Et ce gradient de température est extrêmement important dans les phénomènes de séchage, par exemple les séchages de latex. Alors j'ai trouvé ici une présentation pour ceux que ça intéresse de Down, là, de ce monsieur-là, qui raconte un peu les latex sur des diapos, hein, ces diapos d'une conférence. Donc je cite quand même ce monsieur, vous le trouvez facilement sur le net. Et les latex, vous savez que c'est des suspensions de particules, de polymères dans un liquide. Et les peintures maintenant, bon, c'est des peintures qui sont, vous savez, c'est plus réalisé dans des solvants, hein, c'est des peintures que, si vous voulez, à l'eau, sont des latex qui sèchent. Et lorsque les latex sèchent, vous voyez qu'il y a un rapprochement des particules et évaporation finalement du solvant, à queue le plus souvent pour des raisons écologiques, et finalement après fusion par interdiffusion fusion des particules par interdiffusion des chaînes entre les particules. C'est le principe un peu des latex. Or, il se trouve que le séchage qui produit cet effet Marangoni par gradient de température peut modifier la structure de ces films et emporter à la surface du film des particules, des tensioactifs, des pigments, etc. Vous avez là, ici, le cas d'une étude où les auteurs ont modifié les vitesses de séchage. Alors, pour modifier les vitesses de séchage, ils ont modifié évidemment l'environnement, la température, l'humidité, etc. Et ils définissent, alors ça c'est tout ce qui est, c'est un terme qu'on retrouve souvent dans ces phénomènes de séchage, qui est le nombre de Peclet, ici, hein, qui compare la convection à la diffusion. Vous savez que s'il n'y avait pas d'entraînement, par exemple, par un gradient de température, on a toujours de la diffusion. Okay, et là, on compare l'effet de diffusion libre des molécules par rapport à un déplacement des molécules qui s'est produit par exemple, ce gradient de température, ce gradient de tension de surface. Et lorsque les gens s'amusent à modifier les vitesses d'évaporation, ils peuvent également modifier l'entraînement des particules dans ce film-là. Et vous voyez que pour des évaporations où la convection domine, on peut avoir accumulation de particules en surface. Hein. La convection est telle qu'on peut avoir une modification de la distribution de particules dans un film, dans un vernis, dans une peinture, etc. Ces choses-là, les gens ont vérifié leur effet dans le séchage, par exemple, de latex ou de particules, ici, des particules de silice. Donc une solution de particules de silice qui sèche, dans laquelle on peut voir, vous voyez, ces cellules-là de Bénard Marangoni, qui finalement vont créer des fragilités et un revêtement de particules de silice qui se craquent aux endroits finalement qui ont été produits par ce phénomène de convection. Vous voyez que cette chose-là, écrite en 2019, est toujours, ce phénomène-là, est toujours étudié. Hein. On a d'autres, alors ça c'est toujours c'est une autre publication. Alors cette fois-ci de particules de polystyrène ou de polystyrène dans du toluène. Donc simplement
des chaînes de polystyrène dissoutes dans du toluène. On voit encore une fois lors du séchage l'apparition de cellules. Okay. On peut suivre, c'est les auteurs qui ont fait cela, la convection, hein, le déplacement de liquide dans les cellules en y incluant des particules de carbonate de calcium. Donc vous regardez là dans la légende la façon dont a été fait ce film. Je crois qu'ils ont pris une image toutes les 10 secondes et ils ont superposé les photos de sorte à visualiser le déplacement de particules de carbonate de calcium qui étaient entraînées dans ces cellules convectives. Encore une fois, des choses encore assez récentes. Et toujours dans le même article, le résultat de ce séchage, de cette convection-là, qui est la rugosité du film produite par cette évaporation-là. Et donc ça sont des images qui ont été réalisées. Donc c'est millimètre par millimètre, c'est des images vraisemblablement de profilométrie qui montrent une rugosité assez élevée du revêtement là, à l'issue du séchage. Vous voyez que sur 12 mm, on a des variations de hauteur de quand même quelques microns. Mais là, on est dans un ordre de grandeur où on peut avoir une modification, par exemple, de la réflectivité. Hein, c'est-à-dire que on aura dans le cas d'une telle surface un aspect plutôt satiné qu'un aspect brillant. Okay. Donc là, vous voyez que quand on le rapporte à des applications de vernis ou de revêtement, on a une conséquence qui peut être assez importante pour le rendu final. Alors, un tel effet de rugosité de surface produit par ce phénomène de convection, on peut le voir également dans un mélange de toluène et de polyisobutylène, dans un article encore une fois assez récent. Vous avez sur cette image-là, qui est une image de profilométrie, la rugosité d'un tel revêtement à l'issue du séchage, et vous voyez qu'on retrouve quasiment des formes comme ça circulaires qui pourraient être des résultés de la présence de cellules convectives. En tout cas, une variation de hauteur quand même extrêmement importante. Alors là, on est sur du 40 mm, hein, donc ça c'est extrême. Mais également, en termes de hauteur, hein, quand on passe du bleu au rouge, des variations de hauteur de plusieurs dizaines de micromètres dans ce cas-là. Avec donc les conséquences toujours en termes de optique, voire même peut-être de friction, hein, pour certaines applications. Voilà, c'était un exemple encore du résultat d'un phénomène, d'un effet Marangoni dans le cadre du séchage d'un film mince.